conférence où je vais faire avec sexe et genre la même chose qui n'est acquis, en d'autres termes. Donc, mon titre de la conception à la fin de vie, l'épigénétique orchestre le trio sexe, genre, environnement. Donc, je vais vous montrer en fait comment finalement le genre est biologisé par l'épigénétique et pourquoi le fait de vouloir écarter la biologie du discours actuel sur le genre, les stéréotypes de genre, n'a en fait plus beaucoup de sens. Alors, je commencerai par des faits. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la médecine actuelle et qui fait qu'il est vraiment urgent de se pencher sur le sexe pour pouvoir attaquer les maladies en ce qu'elles ont de différent chez les hommes et chez les femmes. Alors ce diagramme, comme vous le voyez, montre la mortalité la courbe de mortalité des années 79 à 97 entre les hommes et les femmes. En rouge, les femmes, en bleu, les hommes. Donc vous voyez que si les hommes avaient un avantage, si on peut dire, au début des années, à la fin des années 70, en fait, maintenant, ils ont montré quand même l'acquisition d'un certain nombre d'avantages et que leur mortalité a vraiment chuté par rapport à celle des femmes, qui est... vous voyez ce différentiel. Et si on regarde finalement quelles étaient les raisons de ce différentiel ici, eh bien, c'était dû à la génétique, c'était dû au style de vie, à des différences en termes de prévention, de diagnostic, de traitement, mais aussi de mortalité. Et puis, il existait déjà des stéréotypes de genre qui ont continué à se maintenir. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Comment se fait-il que les hommes ont bénéficié de 50 ans de recherche clinique sur les hommes et expérimentale chez les mâles, alors que les femmes, elles, n'en ont que très peu bénéficié, et ce d'autant moins qu'elles se sont mises au tabac, à la pilule qui n'arrange rien, au stress, à tous les stress psychosociaux par des changements d'activité, au fait que la précarité touche beaucoup plus les femmes. Et puis aussi, un aspect qu'on commence à découvrir, c'est qu'il n'y a pas seulement que le sexe et le genre du patient qui entrent en ligne de compte, mais aussi le sexe et le genre du médecin et de l'expérimentateur. Il y a une anecdote qui est quand même assez intéressante, c'est que quand on fait subir une douleur à des animaux, eh bien, on s'aperçoit que la douleur ressentie telle qu'elle est exprimée ne va pas être aussi forte si l'expérimentateur est un mâle que si c'est une femelle. Et on retrouve la même chose aussi chez les hommes et chez les femmes. Ça pose de grandes questions quant à la validité de toutes les études qui ont été faites sur la douleur chez l'animal aujourd'hui. Comment ont-elles été interprétées? Dans les publications, on ne vous dit jamais quel était le sexe de l'expérimentateur. Alors, à partir de ça, on peut se dire, eh bien, oui, les femmes sont très défavorisées par le système actuel. Et qu'en est-il des hommes? Eh bien, les hommes aussi sont défavorisés. Et j'ai retrouvé cet exemple ici qui est très intéressant. Est-il temps de ressusciter les lazaroïdes? Alors, qu'est-ce que c'était que les lazaroïdes? Les lazaroïdes, c'était toute une catégorie de médicaments qui avaient pour but d'essayer de limiter les dommages secondaires au tissu cérébral après avoir subi un AVC. Or, il y a une différence à l'heure actuelle, il y a une différence de mortalité après un AVC entre les hommes et les hommes ayant une mortalité plus importante. Et à l'époque, quand on étudiait ces molécules, c'était dans les années 70-80 à peu près, quand on étudiait ces molécules, eh bien on s'est aperçu qu'il y en avait une d'entre elles qui faisait passer la mortalité de 53% à 0% chez les hommes. Par contre, chez les femmes, il n'y avait pratiquement pas de différence.
Alors la FDA, quand elle a vu ça, elle a dit bon, ben, on ne va pas continuer à chercher ces molécules puisque en fait il n'y a pas d'effet, chez les femmes. On a laissé tomber. Donc vous vous rendez compte la quantité, le nombre de ces messieurs qu'on aurait pu sauver et qu'on n'a pas sauvés parce que ne voulant pas tenir compte de la différence homme-femme et ne voulant pas faire le tri entre les deux, eh bien on a laissé tomber ces molécules. Alors dernier aspect qui est très important aussi, ce papier de Raphaël Delpech, qui est la fille de mon collègue généticien Marc Delpech, a présenté ce papier où elle montre que dans le cas de la maladie cardiovasculaire, les femmes recevaient moins de mesures préventives que les hommes et ces différences sont encore plus marquées lorsque le médecin est un homme. Donc vous voyez que là, il y a probablement à la fois la nature même de l'homme, son origine sexuée, et puis aussi le genre de l'homme, les stéréotypes qui considèrent qu'après tout, la femme est un petit peu douillette et qu'il ne faut pas trop l'écouter et que c'est peut-être pas la peine de s'occuper d'elle. Donc vous voyez l'importance d'essayer maintenant de faire la différence entre le tri et le genre. Alors, je voulais quand même insister sur une chose. Tout le discours que je vais vous présenter, à certains moments, vous allez avoir l'impression que je suis une féministe acharnée. Ce n'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas sexiste non plus. Ce n'est pas mon cas. Je pense que j'appartiens à l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, nous avons deux sexes et que je crois, c'est mon intime conviction, qu'à travers l'évolution, pour que notre espèce puisse perdurer, a fait en sorte que dans certains cas, il y avait des avantages pour la femme, des avantages pour l'homme, et que c'est la complémentarité des deux qui est intéressante. Donc je parlerai beaucoup plus en termes d'équité, de complémentarité qu'en termes d'égalité. Alors, mon but est donc, et on a inventé ce terme avec Nicole Priolo, on a trouvé ça très bien, la biologisation du social. Parce qu'à l'heure actuelle, dans les grands discours genrés que vous pouvez entendre, on essaye de se débarrasser de la biologique. Moi, je veux simplement montrer que, qu'on le veuille ou non, eh bien, le genre, il est déjà rentré dans le biologique. Donc, si on élimine le biologique, je ne sais même plus ce qui reste. Il ne reste plus rien. Alors, il faut bien entendu faire la différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est ce qui est déterminé biologiquement. Ce sont des faits biologiques et physiologiques. Ça repose tout d'abord, en premier, sur la génétique, puis sur l'épigénétique, et après, seulement après, les hormones. Et bien entendu, au cours de l'évolution, les choses ont varié, ont évolué pour le bien et pour le mal. Parfois, il y a certaines caractéristiques qui sont des sous-produits de l'évolution sans qu'on sache très bien à quoi les raccrocher, mais c'est là, ça existe. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qui est entièrement intégré dans ce que nous venons d'apprendre, l'information donnée par la génétique, mais aussi dans l'épigénétique qui est étroitement associée à la génétique et qui va permettre de faire la lecture de l'information qui nous est apportée par la génétique. Mais donc, si le sexe précède tout, eh bien, nous allons avoir le genre qui va s'abattre sur nous, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, avec les stéréotypes, les préjugés et les déterminations de ce que doit être un individu, homme ou femme. Donc le genre, c'est ce qui se construit socialement. Et puis, moi, je vais vous montrer comment il se construit aussi biologiquement et qu'il correspond aux faits, aux rôles, aux comportements sexués, aux activités sexuées, aux attributs, aux stéréotypes, à tout ce que la société considère comme devant être l'attribut d'un homme ou d'une femme et pour lesquels il y a aussi parfois des différences selon les civilisations. Il existe d'importantes notions qui varient d'une civilisation à l'autre, comme par exemple les Inuits qui ont décidé qu'ils avaient parmi eux un troisième sexe,
quand dans une fratrie, il y a trop de garçons et qu'il y a un nouvel individu qui arrive, eh bien, si c'est encore un garçon, ben, on va simplement décider qu'on va l'élever comme une fille et qu'on va l'habiller comme une fille, on va lui donner des jouets de fille et qu'il sera un troisième sexe. En fait, c'est un troisième genre. Mais ça, c'est une autre discussion. Alors, une fois que le genre est arrivé, en fait, il va constituer, tel qu'il est représenté ici, il va constituer un nouvel environnement, puisqu'il vient de l'extérieur. Et en fait, il va donc s'inscrire dans l'épigénétique par le biais de marques apposées sur les gènes, sur les histones, ou bien en modifiant aussi les ARN. Alors là, j'ai représenté de manière très schématique, en bleu, un seul chromosome d'un génome de mâle, en rose, un seul chromosome d'un génome de femelle. Et vous voyez qu'il peut y avoir donc des gènes qui vont être exprimés plus chez le mâle que chez la femelle, des gènes qui vont être d'expression équivalente, et puis des gènes où c'est le gène de la femelle qui sera plus important d'expression que celui du mâle. Et pour cela, il faut que vous ayez des marques répressives en rouge, ici sur le chromosome du mâle, et des marques activatrices en verte sur le chromosome de la femelle. C'est bien entendu quelque chose qui est très simplifié, très schématique, et une fois que donc toutes ces marques sont établies, elles vont changer au cours du temps, dans l'espace et en fonction des événements. Et puis, c'est vers la 7e, 8e semaine du développement que les hormones vont apparaître et qu'elles vont, en fait, un petit peu comme on nous l'a montré tout à l'heure, orchestrer toute cette expression gène spécifique qui va finir par toucher à peu près 30% de nos gènes dans tout le génome. Alors, qu'est-ce qui se passe dès l'instant de la fécondation? Ici, vous avez un bel ovocyte qui est pénétré par un spermatozoïde. Ce spermatozoïde, il a la possibilité d'être X ou d'être Y pour son génome haploïde de chromosomes sexuels, donc comprenant donc l'Y ou l'X. Et puis, l'ovocyte, lui, il ne va être que X. Et en fonction de la combinaison, on va pouvoir avoir une paire de chromosomes sexuels de mâle, XY, ou une paire de chromosomes sexuels, XX, chez la femelle. Et ça va nous donner quoi? Ici, on va avoir un petit garçon, et les 60 000 milliards de cellules que compose ce petit garçon vont être toutes sans exception sexuées. Et là, j'ai représenté le cœur, mais bien entendu, le cerveau l'est également. Et on a la correspondance pour la femelle. Toutes les cellules vont être XX avec, bien entendu, dans le cœur, mais aussi dans le cerveau. Alors, donc mon propos, c'est comment l'environnement social devient biologique. Il devient biologique non pas en s'inscrivant dans les gènes, mais en s'inscrivant sur les gènes, et on va voir comment. Et donc c'est grâce à la révolution de l'épigénétique que cette biologisation peut avoir lieu, et je reprends là mon petit exemple de chromosome avec ces marques épigénétiques. Alors, comment se fait donc cette dissolution? Si on part de la conception, en partant de la conception, on a au départ, donc pour le mâle et pour la femelle, une partie, donc à peu près 30%, qui vont s'exprimer différentiellement par rapport à la femelle, ici représentée en rose et en bleu. Et lorsque, à partir de la naissance, et seulement à partir de la naissance, il va y avoir mise en place de stéréotypes avec des injonctions sociales genrées, vous allez avoir des différences pour le mâle, des différences pour la femelle, que j'ai représentées ici en jaune et en vert pour les différencier du bleu et du rose. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont être incorporées biologiquement par le biais
par le biais de l'épigénétique, et finalement chaque individu est la résultante d'influence du sexe et d'influence du genre. Et tout cela va interagir et avoir une influence sur la santé, le comportement, qui vont être sexués et genrés. Donc on part de quelque chose qui est uniquement sexué, et puis on arrive à quelque chose qui est sexué puis genré. Et aujourd'hui, dans la grande mouvance actuelle, on nous parle de déconstruire les genres et de revenir à la base. Mais comme on vient de l'entendre, en fait, la grande idée derrière tout ça, c'est qu'on est dans un contexte de blank slate, selon le Steven Pinker, c'est-à-dire que si on enlève les genres, eh bien, on va revenir à quelque chose d'entièrement neutre. Or, c'est faux, puisque on part de quelque chose qui est genré, qui va absorber ces différences de genre, et si notre société est assez maligne pour arriver à se débarrasser des stéréotypes de genre, eh bien, on ne va pas s'en débarrasser complètement, ou on va en réinstaller d'autres potentiellement, mais on va surtout rester avec les différences genrées. Et c'est ça qui va avoir une influence sur tous nos comportements, mais aussi sur notre santé, puisque, comme on va le voir dans la suite de cet exposé, notre santé, à tous les niveaux, va dépendre de notre composition de base, XX ou XY, qui va ensuite être suivie, bien entendu, par les hormones, testostérone, estrogène, etc. Alors, je vais voir successivement avec vous les différentes composantes de tout ça, puisqu'on parlait de l'orchestration par la génétique, d'un trio, le sexe, le genre et l'environnement. Et donc, je vais vous parler des bases de génétique, je vais vous parler de l'épigénétique, je vais vous parler de l'environnement, et je vais terminer par les différents types de différences liées au sexe et comment en tenir compte donc en termes de santé et puis ensuite en termes de maladie. Alors, la première, les différences génétiques. Le poids de la génétique, c'est-à-dire les différences qui existent sur notre génome sous la forme de variants polymorphes à travers tout notre génome, il est d'environ 0,1%. Donc il existe 0,1% de différence entre deux individus mâles, donc du même sexe, de la même espèce, et en revanche, du fait des différences portées par l'X et par l'Y, quantitatives et qualitatives, il y a 15 fois plus de différence entre un homme et une femme de la même espèce, 15 fois plus, quelque chose, je dis bien du même ordre de grandeur, mais je ne dis pas de la même nature, parce que sinon je vais me faire attaquer, entre deux mâles d'espèces différentes, c'est-à-dire le chimpanzé et l'homme. Donc vous voyez que ces différences sont importantes et qu'elles sont pour l'instant masquées et dans certains cas, voire même on est dans le déni par rapport à ces différences. Or, elles sont très importantes et elles sont d'autant plus importantes qu'au niveau épigénétique, ce n'est plus 1,5% de différence qu'on observe, mais 30 à 40% des gènes qui s'expriment différemment. Alors 30 à 40%, c'est différences significatives avec parfois des différences qui sont minimes, mais qui sont significatives. Et parfois des différences qui sont très importantes. Alors comment ça se passe au niveau des chromosomes X et des chromosomes Y? Le chromosome Y, il a été découvert en 1905 par Nettie Stevens. Donc vous voyez, ça nous mène très loin. Et pourtant, on continue à penser que dans certaines civilisations, que ce sont les femmes qui déterminent le sexe de l'enfant, puisque certaines continuent à être répudiées parce qu'elles ne parviennent pas à donner un fils à leur mari. Et on en est à peu près au même niveau avec la découverte de l'inactivation du deuxième chromosome X qui date des années 60, donc ça fait 70 ans, donc il serait temps quand même qu'on tienne compte de ces différences. Et donc pour partir de la femelle, donc la femelle elle a 2 chromosomes X, à peu près 1400 gènes sur chaque chromosome, et comme l'a montré Marilyn, il y a un des 2 X qui est inactif.
Alors, on peut dire que c'est pour être à peu près équivalent à ce qui se passe chez l'homme, puisque l'homme n'a qu'une seule copie du chromosome X. Mais ce qui est intéressant et qui a été découvert dans les années 80-90, c'est qu'en fait, il y a à peu près 15 à 20% des gènes de l'X qui échappent à l'inactivation, donc ils vont être exprimés en 2 copies, alors que le mâle n'en exprime qu'une seule copie. Et puis, donc chez le mâle, qu'est-ce qui se passe? Une seule copie, et sur le chromosome Y, il y a à peu près une centaine de gènes qui sont conservés à travers l'évolution, qui sont spécifiques du mâle, comme le gène SRY. Alors c'est le fameux gène SRY qui fait toute la différence, puisque sans gène SRY, il n'y a pas de formation de testicules et donc les hormones qui viennent avec. Mais ce gène SRY est très intéressant parce qu'il s'exprime aussi dans les cerveaux, il s'exprime aussi dans le rein, il s'exprime aussi dans les surrénales, et on ne connaît pas encore très bien ce qu'il y fait, mais on peut être à peu près certain qu'il va avoir des particularités typiquement masculines. Alors, un autre groupe de gènes est très intéressant, ce sont des gènes régulateurs qui sont des gènes homologues entre le chromosome X et le chromosome Y, qui datent de leur ancienne appartenance à une paire de chromosomes qui a dégénéré. Et ces gènes régulateurs, parmi ces gènes régulateurs de l'expression des gènes sur tout le génome, il y a des gènes qui appartiennent à la machinerie épigénétique et qui vont donc, dès le début, dès la mise en route du génome, mettre des marques épigénétiques différentes selon qu'il s'agit d'un génome de mâle ou un génome de femelle. Donc des fonctions régulatrices différentes, et au stade blastocyte sans cellules, 30% des gènes sont exprimés différemment. Alors, la biologie du sexe, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous arriviez à oublier tout ça, qui est complètement obsolète. Nous sommes encore aujourd'hui, on l'entend très régulièrement, centrés sur les gonades et leur apparition. Or, vous avez vu que les choses se passent dès la conception, que l'environnement, on en parle, mais on en parle seulement après la naissance. On ne parle pas de tout ce qui se passe pendant la gestation. Et là, il y a des différences très importantes. On ne parle pas des différences génétiques. L'X et l'Y, on n'en parle pas. Et puis, le sexe féminin, c'est un sexe par défaut, alors que pas du tout. On a bien identifié maintenant toute une série de gènes qui sont impliqués dans la formation des ovaires, qui inhibent la formation des testicules, et tout comme chez le mâle, des gènes qui inhibent la formation des ovaires. Et puis, les hormones, il n'y a pas que les hormones, il y a certains aspects, et je vous en montrerai un, par exemple, pour le pipi au lit. Eh bien, le pipi au lit, c'est bien l'X, ce n'est pas les hormones qui agissent et qui font les différences entre les petites filles et les petits garçons. Alors, l'épigénétique, c'est pas seulement la régulation des gènes, mais aussi la régulation de nombreuses autres fonctions, ça a disparu sur ma diapo. Et donc, je reviens un peu à la partition de Pierre-Henri Gouillon tout à l'heure. On revient tous aux mêmes images. La partition, l'orchestre. Donc la partition, c'est la génétique qui est inerte et stable. Et puis l'orchestre, le chef d'orchestre, la salle, son acoustique, etc. C'est l'épigénétique avec les modifications post-traductionnelles qui, elle, est plastique et dynamique. Alors, tout ça, c'est la génétique et l'épigénétique. Et en fait, là, on a ce qui correspond à la partition, c'est-à-dire la molécule d'ADN nue, mais qui n'est jamais nue, et qui, en fait, entoure les nucléosomes qui sont formés d'histones et qui sont représentés ici, et qui ont des queues qui dépassent de ces complexes et qui subissent des modifications épigénétiques. Et puis il y a la méthylation de l'ADN, les ARN non codants, et puis des facteurs qui sont des facteurs importants, qui sont les facteurs de transcription, comme par exemple le gène SRY, qui est un facteur de transcription qui va aller agir sur différents gènes pour les allumer ou pour les éteindre. Donc voilà la représentation donc, de tout ça c'est l'orchestre avec les
les instruments et puis les musiciens qui jouent la partition d'une certaine façon. Et donc les deux deviennent indissociables. Alors comment l'épigénétique module l'expression des gènes? Eh bien, elle va moduler l'expression des gènes par ces modifications des marques épigénétiques qui vont entraîner une plus ou moins grande compaction. Et quand la chromatine qui est formée de ces nucléosomes et de toutes ces marques épigénétiques est relâchée, eh bien, les facteurs qui vont permettre la transcription, et en particulier les fameux facteurs de transcription, vont pouvoir accéder et vont pouvoir entraîner la synthèse de protéines, alors que quand la chromatine est complètement repliée sur elle-même, il n'y a pas d'accessibilité et donc les gènes ne sont pas transcrits. Et pour cela, il y a donc toute une machinerie épigénétique, c'est-à-dire des enzymes qui viennent placer sur l'ADN ou sur les histones des marques épigénétiques, alors des marques permissives, là qui sont les marques en vert, ou des marques qui au contraire sont des marques inhibitrices. Et c'est la résultante de toutes ces marques qui va permettre aux gènes de s'exprimer ou au contraire d'être réprimés. Donc ces gènes de la machinerie épigénétique, eh bien comme je vous le disais, sur le chromosome X et sur le chromosome Y, il y a des représentants de ces gènes qui codent pour des gènes de la machinerie épigénétique et qui vont donc permettre d'établir un paysage sexué en fonction donc du fait que l'on est XX ou XY. Alors ici c'est pour vous montrer un exemple d'une étude qui a été faite qui montre qu'il y a une expression sexuellement dimorphique qui apparaît dès la mise en route du génome. Donc vous voyez au stade 8 cellules de l'embryon, eh bien il y a déjà des différences ici, c'est pour entre les femelles et les mâles pour des gènes liés à l'X ou des gènes liés à l'Y, et donc les gènes qui sont sous-exprimés en bleu, surexprimés en rouge. Et pour les autres chromosomes, vous voyez qu'il y a aussi des différences très importantes à ce stade vraiment très précoce. Et puis ensuite, au stade 100 cellules, là aussi, 30% des gènes dans les blastocystes de bovins sont exprimés différentiellement entre le mâle et la femelle. Et quand on regarde, cette fois-ci au stade adulte, et qu'on regarde différents tissus, le foie, le tissu adipeux, mais c'est vrai pour tous les tissus que l'on a pu regarder, il y a, bien entendu, des gènes qui montrent des différentiels d'expression très importantes, mais d'autres au contraire qui ont des différences minimes, mais c'est quand même 30% des gènes. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des métabolites qui circulent donc dans le plasma, eh bien là aussi il y a des différences entre les mâles et les femelles. Vous voyez que les distributions ne sont pas les mêmes. Donc ces différences qui sont établies dans un tissu, par exemple le foie, vont ensuite circuler dans tout l'organisme et aller avoir des effets différenciés au niveau des autres tissus. Alors ça, c'est encore un autre exemple de quelque chose qui a été étudié dans le foie adulte. C'est le groupe de David Waxman qui a étudié différentes marques épigénétiques à différents niveaux de certains gènes, la région du début de la transcription ou de la fin de la transcription, et il s'est aperçu qu'en fait il y avait des catégories de gènes, disons plutôt à biais féminin comme le F3 ou à biais masculin comme le M3 ou le M4, et vous voyez que c'est quand même aussi très très compliqué. Ce n'est pas du tout quelque chose de binaire, rose ou bleu, mais c'est quelque chose qui est très complexe de par les combinatoires que l'on peut observer des différentes marques épigénétiques. Alors l'environnement, comme on le disait tout à l'heure, le génome est toujours en contact avec un environnement. Il n'y a pas de génome qui ne soit hors d'un environnement. Donc c'est l'environnement immédiat, l'environnement cellulaire, mais c'est aussi l'environnement, comme je le disais, de métabolites qui peuvent venir de partout ailleurs. Et une notion qui maintenant est devenue aussi très à la mode, c'est la notion d'exposome, c'est-à-dire l'ensemble
des facteurs environnementaux auxquels nous sommes soumis. Alors, il y a les facteurs environnementaux physico-chimiques qui sont représentés ici. Il y a les facteurs environnementaux qui sont tous les micro-environnements bactériens, viral, etc., et en particulier le microbiote. Mais il y a aussi tout l'environnement psycho-affectif qui joue un rôle très important, et tous ensemble vont interagir avec l'épigénétique pour laisser des marques, des empreintes, une mémoire au niveau de l'épigénétique, et ceci va se faire de manière sexe-spécifique et aussi va varier en fonction du temps. Cette variation en fonction du temps, elle est très importante puisque en fait les marques épigénétiques varient au cours de la journée en fonction des rythmes circadiens, en fonction du fait que vous êtes à état d'éveil ou de sommeil, que vous êtes à état à jeun ou au contraire rassasié, que vous êtes en état de digestion. Tout ceci va varier. Et puis, tout est en relation avec le métabolisme énergétique pour fournir des éléments très importants pour l'épigénétique, mais bien sûr bien d'autres aussi, comme les groupements acétyl pour l'acétylation des histones, mais aussi les groupements méthyl pour la méthylation de l'ADN. Oui, pardon. Et aussi pour la méthylation de l'ADN et la méthylation des histones. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au cours du temps ? Au cours du temps, nous démarrons notre existence avec un génotype unique, mais en fonction de l'environnement que nous allons subir tout au long de notre vie, nous allons pouvoir avoir des phénotypes différents qui sont très variés. Cette diapositive ne représente que 2 trajectoires possibles, mais vous imaginez qu'en fonction de l'environnement variable, en fonction de la période de développement et du conditionnement fœtal et postnatal, nous allons avoir une réactivité qui va changer à la fois en fonction de notre génétique, mais aussi en fonction de notre vécu précédent, qui va donc nous amener par cette trajectoire soit à être malade, soit à être en bonne santé, soit à être malade encore d'une autre façon. Et puis, comment l'environnement va réussir à modeler la chromatine ? Eh bien, il le fait par différentes voies biochimiques qui sont, par exemple, des facteurs, les cascades de facteurs de signalisation, en se liant aux récepteurs, comme par exemple les récepteurs aux stéroïdes, c'est ce que font en particulier les hormones, ou bien en agissant directement sur la machinerie épigénétique et en apportant, par exemple, des groupements méthyl ou en inhibant les histones des acétylases ou d'autres gènes. Alors, je voulais vous montrer cette diapositive pour vous montrer que cette notion de biologisation du social, elle commence à être un peu ancienne. Nous avions cette notion par le biais de l'épidémiologie, mais il n'y avait pas de démonstration au niveau moléculaire. Et là, ici, ce travail fait par le groupe de Moshe Schiff et Michael Miney montre comment le comportement d'une mère avec ses petits peut avoir une influence épigénétique sur une région importante, des régions importantes dans un gène, le gène ici de récepteur aux glucocorticoïdes. Alors, qu'est-ce qui fait toute la différence ? Eh bien, chez les mères rates, il y a tout un continuum de comportements chez la mère. La mère peut être ce qu'on appelle une high leaking grooming ou low leaking grooming, c'est-à-dire s'occuper beaucoup de ses petits ou s'en occuper très peu. Et en fonction de ça, cela va entraîner chez les petits qui sont ici, la sécrétion de sérotonine. Et cette sécrétion de sérotonine va engager toute une cascade de modifications chimiques qui vont arriver à des modifications épigénétiques qui vont donc modifier l'expression de ce gène du récepteur aux glucocorticoïdes qui va conditionner le comportement par rapport au stress
du petit lorsqu'il sera adulte. Donc c'est quelque chose dont les petits gardent la mémoire, alors que ça se passe pendant la période vraiment postnatale. Et il y a aussi une autre différence, et là il y a une différence selon le sexe. Les petites femelles qui ont des mères eye licking grooming vont elles-mêmes acquérir cette propriété, mais cette fois-ci par le biais du récepteur aux estrogènes dans une région du cerveau que j'ai oubliée, mais il y a un marquage spécifique, donc spécifique chez les femelles. Donc il s'agit bien d'une biologisation du social dont l'épigénétique, l'épigénome va garder la mémoire et va lui permettre de réagir plus tard au cours de son existence. Alors, les différences liées au sexe. Nous allons voir qu'il existe différents types de différences liées au sexe qui fait que, effectivement, c'est très difficile pour ceux qui s'intéressent au genre et ne connaissent pas bien la biologie de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va d'abord parler du dimorphisme sexuel. On va parler des différences de sexe qui existent le long d'un continuum. Et on va parler de différences de sexe qui sont celles qui sont le plus différentielles, si on peut dire, parce qu'on les voit apparaître sous l'influence d'un environnement. Et on peut avoir donc des sexes qui convergent vers le même état ou au contraire qui commencent au même niveau à l'état basal mais divergent en réponse à un défi. Alors, le dimorphisme sexuel, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez tous l'exemple du lion ou du paon, c'est là le dimorphisme, quelque chose qui existe chez le mâle, mais n'existe pas chez la femelle, ou réciproquement. Là, on est vraiment dans le tout ou rien. Mais il existe quelque chose qui, au niveau cellulaire, est semblable et assez proche aussi, c'est que, par exemple, lorsque l'on fait subir des tests de douleur chez les animaux, on s'est aperçu chez les rats que les mâles et les femelles développent ce type de douleur en empruntant des voies différentes avec des cellules différentes. Ce sont les cellules T du système immunitaire pour les femelles et les cellules immunitaires de la microglie dans le cerveau pour les mâles. Donc, on n'agira pas sur la douleur de la même façon s'il s'agit d'un mâle et d'une femelle, parce que les mécanismes cellulaires ne sont pas les mêmes. Alors, maintenant, nous en arrivons à un autre type donc de différence sexuée. C'est le type où il y a en fait un continuum. En fait, on s'aperçoit que la distribution de la taille chez les femmes ou la distribution de la taille chez l'homme montre un grand chevauchement, mais qu'il existe quand même des différences entre les moyennes. Ici, c'est 8% de moyenne. Donc, vous imaginez que selon les différents traits auxquels on a affaire, il peut y avoir des courbes de distribution qui sont plus ou moins rapprochées ou plus ou moins éloignées. Et que, au pire, on peut avoir des situations totalement binaires. Mais, en fait, dans la majorité des cas, il ne faut absolument pas dire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, puisqu'on a toujours des distributions de ce type et que ces distributions, elles vont concerner différents traits qui concernent tout un ensemble, par exemple, de pathologies, et c'est finalement la résultante de tout ça qui va faire que l'on va avoir des différences de réactivité du mâle ou de la femelle. Alors le type 3, c'est le type le plus compliqué. C'est là où les sexes convergent, les différences convergent, ou bien au contraire, elles divergent. Alors, dans notre laboratoire, on a fait des expériences sur des souris. Nous avions des mères minces ou des mères obèses. Et donc, on les accouplait et puis on mettait les petits sous régime hypergras. Et on s'apercevait que quand les mères étaient minces, on avait à peu près 20% d'animaux qui résistaient à ce régime hypergras, 80% qui développaient une obésité, et on avait le même pourcentage de mâles et de femelles qui résistaient. Mais ce pourcentage changeait complètement quand la mère était obèse. Et là, contrairement à tout ce qu'on pouvait attendre, les petites femelles qui résistaient étaient beaucoup plus nombreuses, 45%, que les mâles qui, eux, continuaient à n'être que 20%. Donc il y a là un différentiel très important de réaction
entre les mâles et les femelles, mais qu'on ne voyait pratiquement pas à l'état de base, puisqu'il n'y a que à peu près 5 à 10% de différence. Alors, un dernier exemple de différence qui, lui, est beaucoup plus complexe et appelle à finalement des combinaisons entre des stress différents. Là, c'est le même genre de souris. Qu'est-ce qu'on fait sur ces souris? On leur fait subir certains stress. On les fait maigrir, puis on les fait grossir, puis reprendre du poids juste avant de les accoupler. Et ensuite, après l'accouplement, on fait une séparation maternelle, donc un stress. Et après, au moment du sevrage, on les met soit un régime hypergras, soit un régime normal. Et donc, on a étudié toutes ces combinaisons de stress et on a étudié dans différents tissus, ici il s'agit du foie, on a étudié dans différents tissus les différences d'expression par rapport à un état normal, non stressé, contrôle, témoin. Et vous voyez ici par ces diagrammes de veines qu'on a des différences qui ne sont pas les mêmes chez les mâles et chez les femelles, qui ne touchent en fait et qui aussi ne touchent pas les mêmes gènes en nombre et en qualité, mais surtout ça, c'est-à-dire qu'il y a une zone commune pour réagir donc à ces différents stress. Il y a 102 gènes qui sont différentiellement exprimés pour tous les types de stress en commun, alors que chez le mâle, eh bien le mâle, il réagit à chaque type de stress différemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut bien entendu pas voir quand on regarde de l'imagerie. Il faut se placer au niveau moléculaire et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à voir les différences. Alors ces différences, elles vont être persistantes ou transitoires, elles vont être dépendantes ou indépendantes du contexte, elles vont être dimorphiques ou continues, et il peut y avoir des origines directes ou indirectes. Je vais passer rapidement pour conclure, je pense. Et donc, pour vous montrer cet exemple, en fait, comment on peut passer du mécanisme au réglementaire. En effet, si on veut appliquer une prévention, un diagnostic et un traitement différencié, on ne peut pas se contenter de décrire les différences. Il faut aussi comprendre quelles sont les origines. S'agit-il de sexe ou s'agit-il de genre? Le genre, on peut changer les stéréotypes, on peut modifier au niveau de la société, tandis que le sexe, il va falloir adapter les méthodes de diagnostic ou de traitement. Et puis, il faut comprendre les mécanismes. Je vous ai montré des différences au niveau cellulaire, je vous ai montré des différences au niveau moléculaire. Et comme le disait très bien Françoise Héritier, seul le dévoilement peut permettre de trouver les leviers adaptés qui feront bouger l'obstacle. Et donc ici, pour cet exemple du pipi au lit, vous avez des différences au niveau du gène qui est le récepteur à la vasopressine, 2 copies sur l'X qui s'expriment plus chez la femelle. Donc au niveau physiologique, les femelles réagissent mieux et on pourrait envisager, comme le Stilnox par exemple, d'avoir des médicaments qui soient pour la femme ou pour l'homme avec un dosage différent. Donc ce n'est pas parce que c'est naturel, donc biologique, que c'est bon ou bien, mais il faut vraiment que nous passions à l'information, qu'il y ait une prise de conscience et une éducation adaptée. Et je terminerai par cette citation de John Stuart Mill: ce que l'on appelle maintenant la nature des femmes est quelque chose d'éminemment artificiel, résultant d'une répression forcée à certains égards et d'une stimulation artificielle par d'autres. Et pour vous montrer que je ne suis pas sexiste, je vous dirais qu'il suffit de remplacer le mot femme par homme et qu'on est exactement dans la même situation. Voilà, je vous remercie. Si, ça marche.
Oui, j'ai passé les diapos sur cet aspect-là. Je voulais pas trop mettre ça. D'accord. Oui, bon, effectivement, les perturbateurs endocriniens, bon, j'ai insisté sur ce point-là, les hormones, en tant qu'hormones, n'apparaissent que vers la 7e, 8e semaine au cours du développement, mais en fait, les perturbateurs endocriniens qui sont déjà dans la mère ou avec laquelle elle a contact au cours de la gestation, ils apparaissent aussi beaucoup plus tôt, et on sait maintenant que le fait que des récepteurs à ces hormones soient en contact avec des perturbateurs endocriniens peut déjà amener des marques épigénétiques très particulières sur ces récepteurs et les faire réagir d'une façon différente après, plus tard, lorsqu'ils seront en présence à la fois des hormones naturelles, mais aussi d'autres perturbateurs endocriniens. Maintenant, en ce qui concerne la transmission aux générations suivantes, bon, on a le malheureux exemple du diéthylstilbestrone et l'exemple typique, mais il y a beaucoup d'exemples avec le bisphénol A aussi, mais aussi avec les dérivés du soja, où il semble bien que les dérivés du soja ne sont pas aussi anodins qu'on pourrait le penser, puisqu'ils contiennent aussi des phytoestrogènes qui agissent aussi par le biais de ces mécanismes. Alors, comment ça passe d'une génération à l'autre? Bon, autant chez les plantes, on connaît bien les mécanismes. On connaît aussi les mécanismes chez Caenorhabditis elegans. Ça peut passer par des ARN, ça peut passer par d'autres molécules. Chez les mammifères, les exemples sont encore assez limités, à part les modifications chez les souris agouties de transposons qui sont différentiellement méthylés et dont la méthylation peut être transmise à la génération suivante. Il n'y a pas grand-chose encore pour l'instant qui puisse permettre de comprendre comment ça passe. Et en tout cas, la démonstration que ça passe par l'épigénétique est encore un peu dans les limbes. Il y a un candidat qui est très intéressant, c'est par exemple les régions des histones qui ne sont pas remplacées lors de la spermatogénèse par des protamines. Donc histones qui peuvent garder des marques et donc une mémoire, un souvenir de ce qui s'est passé auparavant, qui ne sont pas nécessairement effacés. Mais c'est encore un sujet qui fait l'objet de débat.